Arnaud Rozan, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, vous êtes aussi cadre dirigeant dans le monde de la protection sociale. Vous venez de publier aux éditions Plomb L'unique goutte de sang, un roman glaçant sur le racisme, la ségrégation dans les États-Unis des années 1920. Alors, ce roman, c'est une quête des origines autour d'un drame violent. C'est une odyssée à travers l'Amérique et ses douleurs enfouies. C'est aussi un parcours à travers la peinture que vous avez mêlé à votre récit. Alors, Arnaud Rozan, où va-t-on puiser l'inspiration pour un roman aussi marquant qui, a priori, est aussi éloigné, je l'espère pour vous, de votre quotidien? Alors d'abord, merci beaucoup de m'accueillir, Xavier. D'abord, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un roman effectivement qui se situe aux États-Unis, il y a à peu près un siècle. Mais cette inspiration, c'est d'abord une inspiration, je crois, qu'on vient puiser en soi, hein, même si c'est l'ailleurs, même si c'est un temps très lointain. Pour autant, je crois que ce livre vient d'abord puiser dans des choses qui sont en moi depuis un certain nombre d'années, alors qui ont mis certainement beaucoup de temps à se matérialiser dans un livre et dans un roman en l'occurrence. Mais je pense que c'est d'abord un livre qui est fait de lecture, d'un intérêt très marqué pour la peinture, en tout cas pour la représentation plastique, l'art, singulièrement ces dernières années, l'art moderne et l'art contemporain aux États-Unis. C'est aussi un livre qui est beaucoup inspiré par des voyages, évidemment. Mais toute cette matière, c'est une matière que, quelque part, ma vie intérieure a transformée en roman. C'est-à-dire que ne faudrait pas penser que c'est juste une sorte d'ailleurs que je capte, que je m'approprie. Le filtre, c'est d'abord le mien, et c'est mon intériorité qui vient donner finalement une forme à des choses que tout le monde connaît. Mais si c'était juste une transposition de choses vues par l'histoire, vues par seulement des voyages, vues en visitant les musées, je pense que ça serait pas intéressant. Je pense que ce qui est important, c'est que cette inspiration de départ, elle a été filtrée encore une fois par mon être en tant que tel, quoi. Alors, tout commence autour d'un drame, un drame de l'attraction et de la répulsion. C'est l'histoire de deux jeunes filles, Blanche, Janice et Émilie, et qui sont curieuses du corps de Sidney. Sidney, c'est un jeune noir. C'est le combat de l'attirance contre l'interdit. Alors, ce qui m'intéressait dans cette scène inaugurale, hein, quasiment, puisqu'elle arrive effectivement tout au début, puis c'est elle qui va enclencher le drame, la tragédie au sens propre du terme. Et ce qui m'intéressait, c'était de repartir du désir de deux jeunes filles blanches. Et j'ai été beaucoup inspiré dans l'écriture de cette scène-là, de cette scène inaugurale, par une chanson, une musique que beaucoup connaissent, je pense, qui s'appelle Strange Fruit, et qui est une musique qui a d'abord été rendue très connue, elle est très populaire par la voix de Billie Holiday, et puis également reprise par Nina Simone, mais qui d'abord est une chanson qui a été écrite par un juif de New York, et qui à l'époque s'était beaucoup ému du nombre de lynchages qui survenaient dans les États du Sud, et il a écrit cette chanson qui s'appelle Strange Fruit. Et Strange Fruit parce que justement, c'est la métaphore finalement du désir, de l'interdit. Et dans cette scène, mon héros, à qui il va arriver un certain nombre d'aventures malheureuses, au départ, quand ces deux jeunes filles blanches le voient, elles le voient d'abord suspendu à un arbre.
et finalement comme un fruit, et qui est la métaphore finalement de la victime pendue à un arbre. Et cette figure-là, je la reprends régulièrement au fil du roman, parce que finalement ce désir, c'est le désir qu'il ne survive pas. Et quelque part, c'est un désir qui est à la fois une attraction vers le corps de Sidney, puisqu'après elles sont attirées par lui quand elles le voient se baigner dans ce petit lac. Mais c'est finalement un désir qui est fait à la fois d'attraction, mais de répulsion, et donc profondément un désir de mort. Vraiment le désir qu'il ne survive pas au fond, quoi. Alors, vous parlez aussi de peinture, effectivement. Vous avez adopté une technique particulière qui est de démarrer chacun des chapitres de votre ouvrage par une œuvre picturale que vous citez. Et vous ouvrez ce roman par un tableau de Robert Riemann, un artiste américain né à Nashville. C'est un tableau blanc. Et pourtant, avec ce tableau blanc, on va être confronté à la peur du noir. Quel a été ce choix pour vous de mêler peinture et littérature? C'est assez inédit. Alors, une première chose, c'est que d'abord, cette histoire est née d'un regard appuyé sur un tableau en particulier, mais je pense qu'on pourra y revenir au fil des autres questions. Et en exergue de chaque chapitre, j'ai effectivement mis un tableau qui vient quelque part illustrer, presque métaboliser l'histoire. Il y a toujours un lien étroit entre le tableau mis en exergue de chaque chapitre et l'histoire racontée dans chaque chapitre. Donc, vocation déjà très, très inspirante. Ensuite, ce qui m'intéressait beaucoup dans les tableaux, c'est que d'une certaine façon, c'est une forme de sous-texte. Dans l'art de l'esclavage, et maintenant l'historiographie a mis cela beaucoup en évidence, il y avait ce que les esclaves pouvaient montrer, puis il y avait ce qu'ils cachaient, et en particulier tout l'art, et l'art par lequel effectivement, ils pouvaient trouver un exutoire et d'autres formes de vie par rapport à l'expérience tragique qu'ils vivaient, l'asservissement. Et donc ça m'intéressait aussi que ces tableaux, à travers le fil rouge qu'ils représentent, soient une forme de sous-texte aussi à décrypter. Ce blanc, évidemment, il est très symbolique en ouverture du roman, parce que c'est quelque part la métaphore de la page blanche. La peur du noir, puisque le premier chapitre, c'est son titre, la peur du noir, évidemment, avec ce blanc omniprésent. Quand on connaît le détail de ce tableau, son matériau, c'est du coton. Donc le coton, pour moi, était aussi très important, puisque le coton, bien sûr, c'est le symbole des plantations des États du Sud. Donc pour moi, il y avait un grand intérêt aussi à conserver ce tableau. Après, il y a un petit clin d'œil, il faut savoir que ces blancs de Riemann, ce fameux tableau qui est brocardé par la pièce de Yasmina Reza, Art. Robert. Oui, c'est justement intéressant parce que vous donnez une toute autre lecture, ce n'est pas un objet frivole. Exactement, donc moi je renverse et j'essaye de dire finalement, c'est la subjectivité de chacun que d'y apporter son propre regard. Robert Riemann d'ailleurs est pas un artiste qui au départ était quelqu'un qui, je dirais, se serait fait une renommée parce qu'il aurait eu un entre-gens qui lui aurait permis de faire passer des vessies pour des lanternes, si je puis dire. Il travaillait au MoMA et il était gardien de salle, vous voyez, tout simplement. Donc voilà, donc il a finalement eu une postérité, mais au départ c'était un artiste qui part de choses très simples. Alors, revenons à Sidney, le personnage principal de votre roman. On va suivre son odyssée à travers les différents chapitres. Alors, tout d'abord, pour le situer, c'est le fils d'un bûcheron et d'une blanchisseuse. Vous avez décrit un petit peu cette famille, mais on est dans un contexte historique particulier. Ça démarre autour de 1917, on va jusqu'aux années 1920. Et dans ce contexte-là, en fait, les soldats américains qui sont partis, les blancs comme les noirs, en Europe, reviennent forts de cette expérience. Qu'est-ce que ça modifie dans cet écosystème américain? Oui,
les Afro-Américains qui ont participé à la guerre mondiale, on estime aujourd'hui qu'à peu près 2 millions d'Afro-Américains ont participé au combat. Quand ils reviennent, ils reviennent dans un contexte qui est le suivant, c'est-à-dire que l'industrie américaine, du fait de la Première Guerre mondiale, est privée d'une main-d'œuvre qui était vraiment pour une part importante issue de l'immigration européenne. Et donc privé de cette manœuvre, en tout cas qui se tarit considérablement du fait de la Première Guerre mondiale, eh bien, beaucoup d'industries, et en particulier dans le Nord, une des premières, Packard, commencent à embaucher beaucoup d'Afro-Américains. Et c'est ça, un des facteurs qui va expliquer qu'à cette époque-là, une migration importante va s'opérer des États du Sud vers les États du Nord. Alors du coup, la conséquence de cela, eh bien, c'est que ça va créer une forme de ressentiment important parmi eh bien, la population ouvrière du Nord, parce que eh bien, rapidement, les Afro-Américains vont être taxés de prendre le travail des Blancs, et puis en plus, souvent, lors de grandes grèves, eh bien, les Noirs, les Afro-Américains vont être aussi taxés d'être des briseurs de grève, puisque c'est aussi dans ce contexte-là que les grandes industries vont les embaucher. Donc le ressentiment n'en est que décuplé. Puis en plus, revenant de la Première Guerre mondiale avec un peu auréolé finalement du prestige d'avoir participé au combat, là encore plus, si vous voulez, ce ressentiment va être également très fort, quoi. Et du coup, ça explique aussi que dans les États du Nord, eh bien, il y a une forme de haine qui se développe de façon presque, alors je dirais pas symétrique à celle du Sud, mais en tout cas, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y aurait pas les États du Sud où finalement il ne fait pas très bon vivre pour un Afro-Américain compte tenu du passé esclavagiste des États du Sud, et puis le Nord qui serait, compte tenu de sa tradition libératrice, la guerre de sécession qui serait un havre de paix. Justement, c'est pas tout à fait ça que je veux aussi montrer à travers ce roman. Mais... Alors, on voit bien effectivement, à vous lire, on est frappé par le niveau de violence de cette société américaine. D'ailleurs, certains ont critiqué la façon dont vous décrivez cet état de violence de manière assez brute. Que leur répondez-vous ? Ben, j'avoue que d'abord, c'est pas un effet que j'ai recherché. C'est-à-dire que toute la question était aussi un peu celle-là, c'est-à-dire étant moi-même français, européen, pour autant que je le sache blanc, parce que c'est un des enjeux de l'unique goutte de sang, pour autant on peut me taxer, j'allais dire, de m'être emparé d'une question qui m'est tout à fait éloignée, et à partir de cette question douloureuse, de la transformer en objet artistique, en objet esthétique, et du coup, c'est le sujet de la captation, de l'appropriation. Au départ, mon intention n'était pas celle-là, d'abord parce que je connaissais, pour être franc, assez mal, de toute manière, ces débats autour de la question de l'appropriation culturelle, et c'était de toute façon pas du tout ma démarche. Moi, ma démarche était, je dirais, assez innocente et presque brute. Et je ne veux pas dire que j'ai fait de l'art brut à travers un roman comme celui-là, mais je suis entré dans ces questions véritablement. Bon, évidemment, j'ai beaucoup lu autour de ces questions, mais ce sujet de l'appropriation m'était véritablement assez étranger. Mais cependant, en fait, parce que vous parlez d'une façon brute d'aborder la question, vous allez,
on va dire quelque part de manière chirurgicale, on a l'impression d'un écrivain au scalpel qui va décrire jusqu'au plus menu la souffrance, la violence, et c'est vrai que c'est cet aspect-là qu'on a parfois mis... Mais, absolument. Mais c'est sans doute parce que encore une fois, c'était pas forcément une intention, et c'est sans doute si je suis rentré dans ce détail-là, c'est sans doute, et que ça crée un choc hein, à la lecture, c'est effectivement cela qu'on me renvoie souvent. C'est sans doute que ce choc est à la mesure aussi du choc que moi-même, je pense, j'ai éprouvé au fur et à mesure de la prise de connaissance de ces événements-là. Moi, j'avoue qu'un jour, dans mes recherches, j'ai vu une photo qui m'a profondément bouleversé, en l'occurrence, une photo qui représente hein, une des scènes, je pense, les plus éprouvantes du livre. Et celle-là m'a véritablement choqué au plus haut point, et je pense que c'est ce choc-là qu'on retrouve sans qu'au départ, c'est forcément été un effet. Et finalement, après coup, je suis tombé un jour sur une interview de Toni Morrison, prix Nobel de littérature, qui a bien sûr beaucoup écrit sur ces questions, et qui a été une source d'inspiration aussi importante hein, pour moi. On ne peut pas écrire un livre comme ça sans avoir parcouru cet auteur, d'autres aussi, mais celle-là en particulier. Et j'étais très frappé à un moment donné dans une interview où elle dit, mais dès lors qu'on se confronte à la question métaphysique du mal et de sa représentation, c'est très compliqué de rester, de s'attaquer au pourquoi, en fait. C'est quasiment une question assez impossible, finalement. Et très vite, c'est pas tellement au pourquoi qu'on s'attache, c'est au comment. Et d'une certaine façon, j'étais très intéressé par cette parole de Toni Morrison, parce qu'après coup, je m'aperçois qu'effectivement, mon intention était bien de me confronter à cette question du mal, mais que quelque part, effectivement, plutôt que de me focaliser sur le pourquoi, mais sans l'avoir choisi au départ, finalement, ça a été le comment, et comme vous dites, la description par le menu détail, si je puis dire, de ce massacre. Et c'est vrai que c'est ça qui provoque le choc. Oui. Enfin, comme on dit, ce roman est une claque, hein, mais une claque qui provoque une prise de conscience. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer un tel niveau de violence à peine un siècle plus tard. Hein. On va en parler. Pour resituer le personnage dans son environnement, le lieu de départ de cette épopée hein, de Sydney, c'est le Tennessee. On est dans le sud, dans cette ville de Chattanooga, dans ce sud raciste. Comment vivent les parents de Sydney dans cet environnement? Ils sont noirs, dans un environnement blanc. Alors, les parents de Sydney, en réalité, il faut savoir que dans la réalité, à Chattanooga, il y avait la communauté, qui est une grande ville du Tennessee, hein, et encore plus aujourd'hui, hein, c'est une des plus grandes villes du Tennessee. À l'époque, elle l'était un peu moins, mais déjà, dans cette époque-là, il y avait Chattanooga où vivait majoritairement la population blanche, et à côté, mise à l'écart, une communauté afro-américaine, mais très importante. Mais moi, j'ai voulu qu'en fait, les parents de Sydney, en réalité, ne vivent pas dans ce ghetto afro-américain, mais sont encore plus à part, du fait d'une histoire familiale compliquée. Et en réalité, ils vivent encore plus à l'écart, encore plus loin que le ghetto, dans une clairière qui est sur ce qu'on appelle la terre de Lookout Mountain. Et pourquoi j'ai voulu cela? Parce que c'est une terre qui est une terre de sang, une terre de bataille, où a eu lieu une bataille assez connue dans la guerre de sécession qu'on appelle la bataille au-dessus des nuages, et où beaucoup de sang a été versé dans la lutte entre le nord et le sud. Et pour moi, c'était assez symbolique, puisque du coup, c'est une des batailles, naturellement, qui va amener à la fin de l'esclavage.
Et pour moi, c'était une façon de dire que, loin d'avoir mis fin finalement à l'esclavage et à la ségrégation, que cette terre-là, où le combat aurait dû s'être terminé, eh bien, sur cette terre coule encore un sang qui est encore lié à ces questions. Voilà. Ce qui est intéressant en plus dans cette terre et à Chattanooga, c'était aussi, je le dis dans le roman à un moment donné, c'était aussi un des lieux de cette fameuse piste des larmes empruntée par les Amérindiens lorsqu'ils ont été aussi chassés de leur terre. Donc j'ai trouvé aussi intéressant cette symbolique-là. Alors, effectivement, donc ce territoire est chargé, et on va voir ensuite le travail de la mémoire, puisque ça fait partie de l'épopée de Sidney. Pour rester dans ce démarrage, Janice et Emily, ce sont deux jeunes filles qui symbolisent quelque part la peur et le mensonge. Vous en faites le reflet d'une société qui a peu de valeurs humaines. Qu'est-ce qui soude les villageois, alors je ne sais pas si c'est villageois ou les citadins de cette ville de Chattanooga, quelles sont ces valeurs de ce sud profond? Ouais. Alors, moi, mon projet n'était pas de faire un roman ni historique ni sociologique. Hein. Donc, pour répondre déjà à votre question, je n'ai pas cette ambition. Je suis ni historien ni sociologue. Mais par contre, ce qui m'intéressait de montrer ça, c'est comment, en fait, une forme de légende noire, sans mauvais jeu de mots, se transmettait de génération en génération. C'est-à-dire pour m'intéresser quand même, pour avoir un petit peu lu et regardé l'histoire récente par rapport au point de départ de 1917, qui est l'année où commence l'intrigue. Je remarquais qu'à Chattanooga, par le passé, il y a déjà eu des lynchages régulièrement, et je me suis intéressé à l'un des plus récents d'entre eux qui avait pu se produire, et j'étais assez frappé que dans les récits, parce qu'il existe encore, bien sûr, c'est pas si lointain, hein, dans les archives, il est assez facile de retrouver des récits autour de ces événements tragiques-là. J'étais assez frappé de la forme que pouvaient emprunter ces récits-là, et en l'occurrence celui un peu de la légende, mais de la légende, si vous voulez, qui se transmet presque pour transmettre eh bien, une forme de peur, une forme de haine. Et pour répondre à votre question, je pense que ce qui soude certainement à cette époque, en tout cas c'est comme ça que je me le suis représenté, les habitants de cette ville, c'est finalement la transmission de la peur du noir et de la haine du noir, mais à travers des récits, à travers des légendes qui, au fur et à mesure des années, diabolisent véritablement finalement le bouc émissaire auquel on va s'en prendre. Et ça, je trouvais intéressant de le reprendre, parce que, quelque part, c'est dans notre propre histoire à nous, plus proche, en Europe, on retrouve des modalités un peu similaires. Enfin, dans l'histoire de l'antisémitisme, Léon Poliakov démontre assez bien cela, et ça m'intéressait justement de reprendre cela, et c'est la raison pour laquelle j'ai un chapitre qui est aussi dédié au lynchage d'un juif, Léo Frank, et qui est une histoire vraie, hein, qui s'est déroulée à peu près à la même époque, et ces symétries-là m'intéressaient, sans en faire, sans vouloir établir évidemment une identité d'expérience entre les deux, chacune ont leur singularité, mais ça m'intéressait quand même de les mettre en vis-à-vis, parce qu'il y a des ressemblances. Arnaud Rozan, vous avez parlé de cette violence qui est forte. Il y a évidemment un ferment qui est important, c'est celui de l'esclavage, d'où vient, on va dire, une bonne partie de cette violence. Dans la généalogie de Sidney, on va le découvrir au fur et à mesure de la progression dans le roman,
il y a l'arrière-grand-mère. Cette arrière-grand-mère qui était esclave et à qui on a enlevé sa fille suite à, on va dire, une origine coupable de cette naissance. Et je crois que vous êtes appuyé sur ce portrait qui est celui Portrait de Grandmother d'Archibald Motley. Je crois qu'il vous a inspiré dans la description de cette grandma de Sydney. Oui, absolument. Donc je prends ce tableau. Alors, oui, effectivement. Alors, ce tableau m'a inspiré en fait à plusieurs titres. Le peintre d'abord, Archibald Motley. Archibald Motley est un des représentants d'un mouvement pictural, mais qui a été au-delà d'ailleurs, qui s'appelle le mouvement de l'Harlem Renaissance, et qui est en fait un mouvement qui commence à être mieux connu en Europe, en France, mais bon, qui je pense est resté un peu longtemps dans l'ombre, et qui est un mouvement en fait qui allait au-delà de l'art plastique, mais qui associait aussi bien des poètes, des écrivains, des musiciens. Et leur ambition, à cette époque, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 20, dans les années 30, et dont l'ambition était de faire des œuvres, entre guillemets, un peu totales, qui rassemblent un peu tous ces médiums ensemble. Donc on peut retrouver des livres de poésie qui ont été illustrés par des peintres, et qui parfois, dans leur structure, reprennent la rythmique du blues. Donc parfois, certains poètes travaillaient avec des jazzmen, justement, pour arriver à faire des textes de cette façon-là. Et moi, j'ai trouvé très intéressant que ce peintre, qui est un des représentants éminents en fait, de ce mouvement de l'Harlem Renaissance, puisse en tout cas figurer, notamment dans la logique où je mets à chaque fois un tableau en exergue de chaque chapitre, et Archibald Motley, donc en l'occurrence, j'ai repris deux de ces tableaux. Il y a celui-ci, et puis un autre qui représente Chicago. Et alors celui-ci, cette femme, en fait, c'est pas une grand-mère parmi d'autres, c'est sa grand-mère. C'était la grand-mère d'Archibald Motley, et qui a été esclave, elle-même esclave. Et en fait, ce tableau m'intéressait beaucoup parce que je trouvais que pour mon personnage de Patsy, qui est un personnage finalement d'où procède une grande partie de l'intrigue, puisque c'est d'elle que procède la double lignée, mais une double lignée, une qu'elle a souhaitée et une qu'elle n'a pas souhaitée, puisque l'une est la résultante d'un viol, hein, disons-le, sans tout révéler de l'histoire. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans ce tableau, c'était ses mains. Comme il y a quelque chose autour, si vous voulez, de la maternité, de l'accouchement, à la fois souhaité, non souhaité, je trouvais très intéressant ces mains très effilées, comme je le dis dans le roman, des mains d'accoucheuse. Et je trouve que ce tableau, pour un peu illustrer ma démarche, c'est-à-dire qu'il m'a beaucoup inspiré aussi pour écrire certaines scènes, je trouvais que son ventre aussi très proéminent est à la fois étonnant, parce qu'on pourrait presque croire, malgré l'âge avancé de cette femme, qu'elle est enceinte, avec en plus ses mains, comme je le dis, ses mains d'accoucheuse. Et puis, on peut remarquer que ce qui ferme son vêtement blanc, comme un linceul un peu d'ailleurs, c'est un médaillon. Et je suis frappé aussi qu'à l'intérieur de ce médaillon, d'ailleurs, qui ressemble presque à un maillon de chaîne plus qu'un joli médaillon. Enfin, il est assez grossier. C'est fait d'un acier, d'un métal à peine travaillé, comme un maillon de chaîne. Et à l'intérieur même, il y a un petit point rouge qui, pour moi, est finalement cette unique goutte de sang qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller regarder. Alors, cette filiation, ces liaisons entre les personnages, c'est effectivement un point important de votre roman. Votre roman, c'est un grand livre sur la mémoire. Et Sydney, suite au traumatisme qu'il va vivre au départ, va être amnésique. On va voir ce phénomène-là. Et comme les post-traumatiques, eh bien, il va avoir un certain nombre de flashs, des images qui lui reviennent,
qui n'ont pas toujours de sens immédiat, mais dont le lecteur va comprendre la logique au fur et à mesure. Comment avez-vous décidé d'aborder cette question de la mémoire et de sa perte? Alors, je l'ai abordé de la façon suivante, c'est-à-dire que mon héros est amnésique et en fait la mémoire va lui revenir par fragments. Donc l'approche de la mémoire, pour moi, c'est une mémoire qui est d'abord une mémoire fragmentée, qui revient par morceaux. Et c'est un peu le double sens de ce mot anglais qu'on connaît tous, qui est se souvenir en anglais, c'est remember. Et remember, c'est remembrer, c'est recoller des morceaux aussi. Et mon approche était celle-là, c'est-à-dire de montrer comment, face à un drame d'une telle intensité, tel que l'a vécu Sidney, les choses ne reviennent pas immédiatement dans leur intensité, dans leur absolu en termes de douleur, parce que c'est trop violent, et que finalement tout cela parce qu'on les met à distance, et les mettant à distance, on les met à une telle distance que d'abord la mémoire ne veut pas se souvenir. On voit ça d'ailleurs dans chez post-traumatiques, ça a été aussi beaucoup dit par ceux qui sont revenus des camps en Allemagne. C'est d'abord une telle mise à distance qu'on ne veut plus y penser, on le met vraiment à côté. En vous écoutant, je pense au tableau de Picasso, Guernica. Ces fragments, ce moment traumatique et ce kaléidoscope qui de prime abord, n'a pas de logique, mais quand on prend un peu de recul, voilà. Ça. Mais de toute façon, après, je crois que... Et c'est un peu le sens aussi des tableaux. Le dernier tableau, c'est la famille de Sidney. Si on va le voir, on verra que cette famille-là, c'est en fait ça représente une famille, mais de façon très abstraite. Évidemment, on sait que on voit le père, la mère, on voit 2 enfants, il n'y a aucun doute là-dessus, mais les contours sont brouillés, parce qu'en fait, après un tel drame, je crois que les contours sont forcément... ne sont pas nettes. Et c'est ça que représente aussi ce dernier tableau. C'est-à-dire que la mémoire va lui revenir, mais de façon presque floue, vague, incertaine. Face à ce vague, face à ce flou, on est là dans le registre de l'image, mais vous utilisez aussi le registre de la musique. Et un peu comme dans un refrain de blues, revient cette litanie, à chaque moment intense pour Sidney, une phrase qui dit « Pour tenir, l'âme a besoin de sombrer dans la folie ». C'est un rythme qui scande les flashs de Sidney. C'est une musique douloureuse, comme celle de Bessie Smith. Elle parcourt votre roman. C'est celle qui permet aux Blancs et aux Noirs à Chicago de se rapprocher aussi. Qu'avez-vous voulu faire avec cette musique qui parcourt ce roman? Alors déjà, moi je suis très heureux que vous ayez pu relever ce rôle effectivement fondamental. D'où la présence de Bessie Smith, de cette figure du jazz, qui était une des pionnières du jazz. Bessie Smith est originaire de Chattanooga, femme originaire de Chattanooga, et va mourir dans des circonstances d'ailleurs assez tragiques, puisque c'est lors d'une tournée dans des États du Sud où elle a un accident de voiture. Elle est partie avec son impresario et suite à cet accident de voiture, elle va être ramenée dans un hôpital qui va la refuser, un deuxième. Et on considère que si Bessie Smith n'a pas pu être sauvée de cet accident, c'est sans doute parce que
on a mis trop de temps finalement à lui trouver un hôpital. Donc cette figure-là, véritablement, m'intéressait aussi déjà, pour cette raison-là. Et en fait, j'observe que dans beaucoup de vies de femmes et d'hommes de jazz, il y a souvent une tragédie au départ et tout au long de leur vie. Quand on prend la vie de Nina Simone ou de Billie Holiday aussi, on retrouve de façon très, très ancrée en elles, dans leur démarche, dans leur façon d'être, dans leur voix, que ce soit dans leur musique ou dans leur façon d'exprimer leur art, ou même dans leur vie individuelle, cette profonde douleur liée aux violences qu'elles ont pu ressentir dans leur existence. Et le blues, bon, ça je n'apprends rien, le blues est évidemment une musique qui arrive en ligne quasi directe, des chants d'esclaves, des work songs. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi des références importantes à Marguerite Yourcenar, parce que Marguerite Yourcenar, évidemment, c'est les mémoires d'Adrien, mais c'est aussi un recueil de Negro Spirituals, et j'en ai repris quelques-uns justement qui viennent scander l'intervention notamment de Patsé, hein, la grand-mère, donc qui s'exprime aussi beaucoup par ce truchement, parce que finalement, eh bien, le blues est aussi, mais ça, ce n'est pas une nouveauté, mais a été une voie de transmission de cette expérience tragique. Et c'est pour ça que pour moi, c'était très important aussi qu'il structure les choses, mais que cette voix, elle soit portée par des femmes, et en l'occurrence Bessie Smith. Et c'est pour ça que dans mon roman, la douleur, elle se transmet beaucoup par les femmes, par le vêtement, puisque c'est la robe bleue qui, bien sûr, charrie l'expérience de la violence. Donc on retrouve, bien sûr, Bessie Smith, on a eu Patsé, Stéphanie Sinclair plus tard, et j'en oublie d'autres, mais c'était vraiment très important pour moi que ce soit d'une certaine façon les femmes qui soient aussi le fil rouge aussi de l'histoire. Parce que c'est aussi par elles qu'arrive la tragédie, en fait, le viol. Alors, dans ce parcours, dans cette odyssée, Sydney va rejoindre Chicago. Chicago, c'est la grande ville, c'est l'accès à une forme de modernité. On est dans la peau de Sydney à découvrir les femmes à la coupe carrée. On est dans ces années 20 qui approchent les années folles. Mais c'est aussi un monde où, au sein de Chicago, eh bien, les Irlandais, qui sont nombreux dans la partie nord de la ville, font des descentes dans le sud de la ville. C'est là que Sydney va s'approcher des mouvements de défense des Noirs, qu'il va faire des rencontres importantes, structurantes, et on a l'impression dans ce foisonnement de rencontres, de brassages, qu'il y a une lueur d'espoir dans cette ville de Chicago. Oui, alors, Chicago a un rôle ambivalent quand même dans mon roman, c'est-à-dire qu'elle est effectivement le lieu de l'espoir, et ce que représentent les villes du Nord, hein, on l'a dit tout à l'heure, ça c'est certain, mais Chicago, comme d'autres villes du Nord, représente aussi un lieu aussi une forme de désespoir. C'est aussi l'autre versant. Il se trouve que mon roman a lieu à un moment donné dans les circonstances de l'été de 1919, qu'on appelle le Red Summer, dans l'histoire américaine. Et lors de cet été 1919, l'été rouge, plusieurs villes du Nord se sont embrasées, sont parmi les premières émeutes raciales de l'histoire américaine, où des combats très violents se sont déroulés au cours de cet été-là.
Et donc j'ai fait l'intrigue du roman en fait se situe aussi dans cette référence-là, c'est-à-dire qu'au départ Sidney, mon héros, est amené à quitter les États du Sud puisque c'est le docteur qui l'a pris sous son aile et qui va lui permettre de fuir finalement Memphis et puis le Sud, où il a guère d'avenir, où il risque sa peau, et lui promet un avenir meilleur à Chicago, dans une ville du Nord, ce qui est le cas tout au début. Mais justement, on va voir que petit à petit, pour un certain nombre de raisons, qui sont des raisons aussi que l'histoire maintenant a bien mis en évidence, eh bien, cette ville du Nord va aussi devenir assez vite une ville où la tragédie, quelque part, de la fracture raciale se perpétue et continue finalement de s'approfondir et de gagner finalement les États du Nord pour d'autres raisons, celles sur lesquelles on est revenu tout à l'heure, quoi. Et alors, dans ces mouvements, Sidney va du sud vers ce nord, quelque part avec une lueur d'espoir. Et puis là, il va faire des rencontres qu'on ne va pas dévoiler, mais qui vont, on va dire, le sensibiliser à la lutte et à la défense des droits des Noirs. Un peu à la manière de Underground Railroad de Colson Whitehead. Sidney va prendre le train, mais en sens inverse. Il va quitter Chicago pour porter cette défense des droits des Noirs dans le Sud. Démarche qui paraît folle, démarche qui est très courageuse de sa part. Ce train, quelque part, de la liberté, c'est aussi le train du défi. Est-ce que c'est ce train qui vous a donné l'idée d'écrire ce roman? C'est une des idées qui traverse effectivement mon inspiration. J'ai été très marqué, comme beaucoup de lecteurs, par le livre de Colson Whitehead, évidemment. Et bien sûr que l'Underground Railroad se retrouve dans mon roman. Mais le train, en fait, pour moi, a aussi là de valeur d'une certaine façon. C'est à la fois effectivement le train vers autre chose, vers une forme de liberté à un moment donné, mais plus profondément, c'est aussi un huis clos dans lequel va se rejouer finalement le drame, dans les deux sens, parce que finalement il prend le train, de ce fameux train d'ailleurs, qui est le Sunshine, qui est un train qui existait réellement, qui était un train qui permettait de voyager de façon luxueuse, et donc pour les raisons que j'explique, il est amené à pouvoir prendre ce train, mais très vite, effectivement, tout ça va se transformer en tragédie, puis il reprend un train dans le sens inverse, où là, c'est plus du tout Sunshine, puisque ça va être un train de marchandises qu'il ramène, où il va être quasiment asphyxié dans de l'argile, mais l'argile au sens où l'argile le transforme, voilà, il est dans une forme d'homme nouveau qui ensuite va revenir de proche en proche vers New York et vers l'Harlem Renaissance. Dans son grand périple, Sidney revient dans le nord et plutôt dans l'est, c'est New York. Il va trouver du travail dans cette ville de New York. Il a été accueilli par les foyers d'accueil, et au sein de ces foyers d'accueil, il trouve un moyen pour avoir un emploi stable dans une famille blanche sur la berge de Randall's Island. Ce travail, c'est un travail de jardinier auprès de Tom, un jardinier qui est muet, qui se promène souvent avec sa fourche. Tom, c'est
l'homme aux 1000 couleurs que vous décrivez comme les fleurs qu'il cultive. Ce chapitre est parsemé de fleurs, c'est extrêmement foisonnant, c'est un peu comme un message codé pour vous, c'est... Absolument. Tome, c'est le langage des fleurs, et le langage des fleurs, c'est finalement la poésie. Alors, il ne s'appelle pas Tom par hasard, c'est-à-dire que si je l'ai appelé Tom, et si en plus il habite au fond du jardin, donc une cabane, donc c'est évidemment le roman d'Harriet Beecher Stowe, qui est la case de l'oncle Tom. Donc c'est pour cette raison que j'ai souhaité qu'il s'appelle Tom, pour cette référence-là, mais bon, au-delà de ce clin d'œil, c'est surtout que je souhaitais qu'il représente après les chapitres précédents, cette voie-là, qui est la voie de l'art, la voie de la poésie. Puisque c'est un chapitre notamment qui succède à une tentative par Sidney de trouver du travail dans la loterie clandestine auprès de Stéphanie Sinclair, auprès de Queenie, qui est elle-même une autre voie possible, qui est celle de la violence, puisqu'en fait, si on se rappelle dans le déroulement de l'intrigue, Lewis, qui le recueille, après ce deuxième lynchage auquel il est confronté, au retour dans le train de marchandises, qui le recueille au bas du train de marchandises, à un moment donné, va lui tenir ce discours que finalement, face aux Blancs, il n'y a guère d'autre voie possible que celle de la violence. Et finalement, c'est à ce moment-là, Sidney se retrouve confronté à cette question de la reproduction de la violence, de la vengeance finalement, du réenclenchement de ce cycle. Et tout le dénouement va porter sur cette question-là. Va-t-il lui-même reproduire la violence face à deux petites filles qu'il rencontre dans ce manoir où il est embauché, le manoir de Randa Island, qui s'est longtemps appelé l'île aux fous, parce que sur cette île, c'est une île où avait été construit un asile pour les indigents et les aliénés. Et donc j'ai imaginé qu'à côté de cet asile pour les fous ait été construit un manoir qui n'existe probablement pas, et donc où habite le directeur de cet asile, et c'est là qu'il va être embauché, et au sein de cet asile, il y a ce fameux Tom, qui lui-même est muet parce qu'on lui a à un moment donné fait subir un supplice, voilà, et notamment dans cet asile tout proche. Et son habileté finalement, c'est le langage des fleurs. Voilà, donc pour moi... C'est très beau parce qu'effectivement, alors c'est un jardin foisonnant, hein, mais vous avez tout un ensemble de parterres, de buissons, qui tranchent avec justement les chapitres précédents qui étaient dans la noirceur, et effectivement cette floraison poétique ou picturale est très présente dans ce chapitre. Si Sidney a réussi à avoir ce job dans cette famille, la famille qui s'appelle Rappel, un peu pour la mémoire j'imagine, c'est grâce à Mabel. Mabel, alors Mabel, selon comment on la prononce, c'est une femme qui l'a accueillie au foyer d'accueil de Harlem, foyer d'assistance. C'est une femme qui pourrait ressembler à cette afro-américaine. Absolument. Je voudrais que peut-être vous nous commentiez, et peut-être en rapport avec cette autre œuvre, avec Un homme avec la fourche, quel est le jeu de miroir, une forme de géminalité entre ces deux tableaux. Absolument. Alors ça mérite qu'on s'attarde un petit peu sur ces deux tableaux. Et si vous le voulez bien, on peut commencer peut-être par celui-ci. Ok. Alors ce tableau qui n'est pas un des tableaux qui figure en exergue de mes chapitres. Et pour autant,
C'est un tableau qui pour moi a été essentiel puisque dans mes inspirations, il y a eu notamment dans les éléments déclencheurs de l'histoire, de cette histoire de Sydney, il y a eu ce tableau. Alors ce tableau, c'est un tableau que je crois beaucoup connaissent, qui s'appelle American Gothic, qui a été peint par Grant Wood, qui est un tableau qui date des années 35-36. Et moi, ce tableau m'intéressait au départ. Pourquoi il est un élément de mon inspiration? C'est parce que, je crois que c'est le tableau dont on dit qu'il est aujourd'hui le plus connu parmi les Américains. Parce qu'il symbolise une forme d'Amérique rêvée, l'Amérique pastorale, une Amérique perdue. Et moi, dans ce tableau, j'y voyais un peu l'inverse. J'y vois au contraire une gravité et peut-être même une tragédie. Et quand on regarde de près, derrière la maison, qui donne son nom d'ailleurs à ce tableau, American Gothic, c'est le style de maison qu'on trouve derrière, le style d'architecture. Et en fait, on peut observer que les rideaux derrière sont tirés. Et donc moi, toute ma démarche, et puis on peut s'étonner d'autre chose d'ailleurs, c'est que c'est un couple de fermiers blancs, c'est un tableau qui a été peint dans l'Iowa. Et ce fermier tient sa fourche fermement avec ce point fermé. Si on enlevait la fourche, on pourrait presque penser qu'il va donner un coup de poing. Enfin, la fourche est dressée, pique levé. Il est lui-même très sévère dans son attitude, de même que sa femme qui est représentée à côté. Il n'est pas habillé pour aller au champ, il a une veste qui est plutôt une veste qu'on pourrait mettre lorsqu'on va à l'église pour un deuil. Voilà, donc moi j'y voyais derrière l'éventualité d'un drame. Donc d'une certaine façon, j'ai pour habitude de dire que j'ai ouvert un peu les rideaux derrière, et derrière c'est finalement l'histoire de Sydney, quoi. Donc premier tableau très inspirant. Et puis évidemment celui-ci, qui est un tableau qui détourne le premier qu'on vient de voir. Et cette femme qu'on voit là est en fait, vous avez dit une afro-américaine, et en fait cette femme a un nom, elle s'appelle Ella Watson. Alors en plus avec un prénom Ella, qui pour moi est un prénom important, puisque c'est une des deux petites filles du début du roman. Et oui, vous avez raison, c'est vrai que quand j'ai écrit ce chapitre avec Mabel, qui est le personnage qui va permettre finalement à Sydney d'emprunter cette voie salvatrice au manoir où il va rencontrer Tom, et finalement ce langage des fleurs, une autre voie possible. Eh bien, pour moi, il était important tout de suite, quand j'ai rencontré cette photographie de Gordon, parce que ce n'est pas un tableau, hein, évidemment, c'est une photographie de Gordon Parks, et puis avec son balai, bien sûr, puisque Mabel, je la représente ainsi, et sa serpillière, tout de suite, s'est imposée à moi comme la figure tutélaire de ce chapitre. Hein. Oui, c'est évident. Bon, voilà. Alors, ce roman se termine par un renversement étonnant qu'on ne va pas dévoiler ici, mais on comprend quand on arrive à la conclusion, un peu comme dans un thriller, le cheminement qui mène à la conclusion, comme si cette errance prenait du sens, et c'est tout le contre-champ de cette conclusion qui donne le point de perspective de l'histoire. Alors, j'ai envie de vous poser la question, vous l'évoquiez un petit peu en introduction. Je crois que vous connaissez assez bien les États-Unis, Arnaud Rozan, New York, Chicago, le Tennessee. Est-ce que ce sont des terres qui sont bien connues par vous? Enfin, comment avez-vous travaillé à la géographie de cette histoire?
Alors, oui et non. Oui, parce que certains des lieux que j'évoque sont des lieux où je me suis rendu, que je connais. Je connais New York, je connais Chicago. Euh, Dans les mois qui ont précédé l'écriture de ce roman, j'ai eu un séjour à Harlem, avec des expériences personnelles euh, voilà, où j'ai rencontré des membres de la communauté afro-américaine. J'ai assisté à des cérémonies, comme beaucoup ont fait. Et je crois que j'ai été très, très marqué par certains de ces moments-là. Bon, qui sont presque de l'ordre mystique, je dirais, mais j'ai assisté à un certain moment où véritablement j'ai eu le sentiment, un sentiment d'appartenance presque à cette histoire, de façon assez étonnante. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je pense que c'est aussi une des clés de compréhension de ma démarche. Et donc oui, certains des lieux je les connais, et certains je ne les connais pas. Le Tennessee, je ne connais pas, je n'ai jamais mis les pieds dans la plupart des endroits que j'évoque, notamment ceux de Chattanooga, ceux de Lookout Mountain, enfin certaines plantations que j'évoque, certaines terres de drame. Mais justement, je crois que l'écriture, c'est une expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, une expérience aussi intérieure, où vous êtes confronté à vous-même, et quelque part, c'est se confronter à l'inconnu, beaucoup. Et d'une certaine façon, l'imagination, mon imagination, mon être, je pense, encore une fois, c'est réapproprié de façon assez mystérieuse des lieux qui ne me sont pas connus. Et ça, c'est même un étonnement de ma part, c'est même parfois un étonnement de ceux qui m'ont lu, ou même de ceux qui me publient. Mais je crois que c'est aussi parce que dans ce que j'ai décrit, il y a sans doute une intention, mais sans employer de grands mots, qui dépasse aussi le contexte et l'arrière-plan historique dans lequel se situe mon histoire. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des lecteurs, des lectrices, qui me disent, mais au fond, bien sûr, il y a cette histoire très, très lourde que vous racontez, qui est très ancrée dans la tragédie afro-américaine aux États-Unis, en particulier dans cette période. Mais moi, j'ai une lectrice qui un jour m'a dit, mais au-delà de ça, j'ai été touché par des aspects beaucoup plus personnels, et presque ne tenant plus compte de cet arrière-plan. Et ça, c'est assez surprenant. Donc, voilà, donc pour répondre à votre question, je crois qu'il n'est pas forcément nécessaire de connaître les lieux pour aller vers cet inconnu qui est absolument nécessaire, je pense, dès lors qu'on est lancé dans cette aventure de l'écriture, quoi. Alors, cette aventure d'écriture, a priori, c'est votre première, c'est votre premier roman. Un premier roman, c'est une aventure, de la conception à la publication, à la rencontre avec les lecteurs. Qu'est-ce qui vous a étonné de cette aventure-là, qui n'est pas terminée, je crois, et qu'est-ce que vous en retirez? Ce qui est étonnant, c'est ce que je disais juste avant, c'est que parfois vous avez des lectures qui vous donnent l'impression que le livre est plus intelligent que vous-même, quoi. C'est-à-dire qu'il voit des choses que vous-même, vous pensez y avoir mis beaucoup de choses, parfois beaucoup de clins d'œil, beaucoup de choses qui vous sont personnelles et que finalement personne ne verra jamais, mais en réalité, il y a aussi beaucoup de choses auxquelles vous n'avez pas forcément songé, et qui, de façon très étonnante, sont vues par ceux qui vous lisent. Et ça, c'est
c'est une grande surprise, oui. Donc ce contact avec le lecteur, est-ce que vous avez eu des rencontres étonnantes? Oui, bah, alors, bon, bah, d'abord, on reçoit aussi du courrier, c'est-à-dire des gens qui vous écrivent pour vous dire qu'ils ont été intimement touchés dans leur expérience de lecture et que des choses dans ce que vous avez écrit les ont marqués. C'est ça qui est surprenant, je trouve, vraiment. Enfin, mais encore une fois, détaché de l'histoire à laquelle ça se rapporte, hein, encore une fois. Après, oui, il y a parfois des choses étonnantes qui se sont produites, c'est-à-dire que c'est un livre qui m'a permis parfois de retrouver des personnes que j'avais plus que perdues de vue, je dirais, donc je ne pensais pas qu'un jour elles reviendraient dans ma vie, quoi. C'est comme ça que j'ai retrouvé mon professeur de français de 6e que je n'avais pas vu depuis la 6e, donc comme j'ai plus de 50 ans, bon, la 6e est quand même remonte à un passé assez lointain, et grâce à ce livre, c'est quelqu'un que je peux revoir désormais, qui est devenu, je crois vraiment pouvoir le dire, un ami, voilà, que nous nous revoyons régulièrement d'ailleurs, en Auvergne. Oui, parce que voilà, je crois que vous êtes un enfant d'Amiens, et puis votre parcours... Il m'a amené aussi en Auvergne, et là, en l'occurrence, c'est un professeur que j'ai eu à Clermont-Ferrand, hein, en l'occurrence, donc, et puis que du coup, de proche en proche, puisque lui-même anime un club de lecture dans la région, donc me fait rencontrer aussi d'autres lecteurs, et puis qui eux-mêmes sont également très curieux du livre, me posent parfois très touchés, me posent aussi beaucoup de questions autour de ça. Ça crée aussi de nouvelles amitiés, donc c'est ça vraiment, et puis y compris dans mon cercle familial, parfois des membres de ma famille que j'avais pas forcément vu depuis très longtemps, ou même dans le cercle professionnel. En fait, c'est un livre qui... bon, je vais pas dire étonnamment, parce que c'est pas forcément, c'est quand même qu'une demi-surprise, mais qui a pour conséquence et pour effet de changer le regard que les autres peuvent avoir sur vous. C'est-à-dire que voilà, dans la vie, on est quand même fait d'une certaine forme de carapace ou de rôle social. Merci du terme. Et de ce fait, alors que c'est un livre qui pour autant ne montre rien de moi en tant que tel, puisque ce n'est pas, je crois que tout le monde l'aura compris. On n'est pas dans l'autofiction. On n'est pas dans l'autofiction, ce n'est pas un livre sur moi. Et pour autant, ce livre ramène à moi et à des choses plus essentielles qui me touchent beaucoup de gens. Et c'est aussi l'étonnement, c'est-à-dire qu'en passant par cette histoire qui date d'il y a plus d'un siècle et dont un océan nous sépare, pour autant, eh bien, ce retour se fait vers moi. Et ça, c'est une satisfaction humaine, en fait, hein, vraiment profonde. Alors, écoutez, merci Arnaud Rozan d'avoir partagé ce périple, cette expérience humaine, l'écriture de ce roman. Je crois que vous avez des projets dans les cartons oui. Autour de l'écriture. Alors oui, là j'ai deux projets de romans, là, du coup, et c'est aussi une des satisfactions de ce premier roman, c'est-à-dire qu'il permet, bon, a priori il a été compris, et ça me permet d'envisager un deuxième déjà, sur lequel je travaille avec mon éditeur, mon éditrice en l'occurrence, voilà, qui verra le jour dans quelques mois, et puis j'ai aussi en tête un troisième également, donc pour moi j'en suis très heureux, quoi. C'est une joie de pouvoir poursuivre cette expérience intérieure liée à l'écriture, quoi. C'est assez essentiel. On va vous suivre dans les prochains mois. Arnaud Rozan, on a pour habitude à la fin de ces entretiens que la personne rencontrée présente un ouvrage, un objet. Qu'est-ce que vous avez choisi pour évoquer ce parcours et votre expérience ? Alors,
J'ai choisi ce livre, voilà, allez-y. J'ai choisi un livre. Alors, je le reprends parce que pour en parler, j'ai besoin de l'avoir dans les mains et de le sentir. Donc, bon, c'est un livre de Pape Ndiaye. Alors, Pape Ndiaye, qui est professeur à Sciences Politiques, qui est spécialiste d'histoire nord-américaine, et en particulier du sujet que j'évoque, et qui a beaucoup écrit sur le sort des Afro-Américains aux États-Unis, qui a beaucoup étudié là-bas et qui est actuellement directeur du Palais de la Porte Dorée, consacré à l'histoire de l'immigration en France. Alors pourquoi j'ai souhaité choisir cet objet, ce livre? Bon, parce que ce livre-là, d'abord, c'est les Noirs américains, et puis parce que c'est un auteur qui m'a beaucoup inspiré. Mais c'est parce que quand j'ai commencé à envoyer mon manuscrit à des éditeurs, hein, vous savez qu'il y a beaucoup de manuscrits qui arrivent chez les éditeurs, on n'a pas, ils ont bien souvent c'est pas facile d'avoir une réponse positive. Et il se trouve que quand j'ai envoyé mon manuscrit, j'ai fait le choix également de l'envoyer à Pape Ndiaye, parce que, étant historien et fin connaisseur de ces questions, je souhaitais savoir comment il recevrait ce texte-là. Et ça a été un des premiers, sinon le premier, à me répondre de façon extrêmement positive, chaleureuse et humaine sur le sens de ce que j'avais écrit. Et au-delà même de son regard d'historien. Et c'est en cela que pour moi, cette personne a beaucoup compté dans mes premiers pas dans l'édition, Pape Ndiaye, parce que il a porté d'abord un regard de lecteur, avant ce regard d'historien qu'il est. Et pour moi, ça a été véritablement quand j'ai reçu son premier message m'indiquant qu'il avait été très touché par le roman et la sensibilité qui en émanait, au-delà même de la véracité historique dont il me disait ça passe entre guillemets, eh bien vraiment ça m'a été très très précieux pour la suite. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai retenu ce livre. Merci pour ce partage, Arnaud Rozan, et puis donc on suivra la suite de votre parcours. Merci beaucoup en tout cas de ce moment ensemble, Xavier, merci.